intervenants qui vont nous parler justement de l'environnement de travail dans le secteur du ménage. Merci à vous d'avoir répondu présent. Alors, on reçoit aujourd'hui Jordan Munk. Reprends-moi Jordan, hein, n'hésite pas. Pas de souci. Alors, Jordan Munk, responsable commercial du School Lab et qui anciennement, pendant plusieurs années... Ah oui, faut que je revienne un peu sur les éléments techniques du webinaire avant de commencer. Est-ce que pour les participants qui ne sont pas intervenants, voilà. Si vous voulez poser des questions, il faudra activer votre micro et votre vidéo plus tard, mais pendant les interventions, etc., on vous demandera, s'il vous plaît, de pas mettre le micro. Alors, pour activer le micro, c'est un peu comme sur Zoom, hein, il y a rien de nouveau. Vous appuyez sur l'icône. Si vous avez des questions, il y a le chat qui est en parallèle, donc n'hésitez pas à les poser et on va les collecter et ensuite on les posera au fur et à mesure aux intervenants pour rendre le tout un peu plus interactif. Et voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour. Nora, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça marche, parfait. Donc du coup, je reprends la liste des intervenants. Jordan Munk, qui est responsable commercial du School Lab. Jordan, tu nous présenteras un peu plus tard du coup ce qu'est School Lab et quel est ton métier, et notamment ton ancien métier d'office manager au sein du School Lab pendant plusieurs années. Merci aussi à Farid Shaker, président de FND All Services, qui est un prestataire de ménage, qui est une jeune entreprise aujourd'hui, très animée par ses engagements RSE. Et merci aussi beaucoup à Abdelkader Bououada, qui est technicien de surface au sein de FAB All Service. Donc moi, je suis qui? Je m'appelle Nora aussi Aït Abdella. J'ai pas eu l'occasion de me présenter. Ça se fait un peu à l'impro. Hein. Je m'appelle Nora Aït Abdella et j'ai cofondé avec Jérôme il y a quelques mois de cela Mon Entrepreneur Social. Jérôme, tu veux bien te présenter aussi? Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Armand, donc également cofondateur de Mon Entrepreneur Social. Alors, Mon Entrepreneur Social, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui a pour mission d'utilité sociale de valoriser et de rendre visibles les travailleurs invisibles en entreprise. Comment on réalise cette mission? C'est notamment en accompagnant les prestataires et les prestataires de services acteurs de l'environnement de travail des services généraux et les entreprises qui travaillent avec eux dans leur transition RSE. Qu'est-ce qu'on appelle les travailleurs invisibles en entreprise? Ce sont tous ces métiers sous-traités, pour la plupart reconnus pour leur pénibilité, marqués par un manque de reconnaissance sociale et professionnelle, véritablement précaires, on verra quelques chiffres tout à l'heure, et qui paradoxalement sont nécessaires et indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Donc ces métiers sont ceux des agents de prestation de services. Alors aujourd'hui, si on prend le secteur de la propreté, 5 secteurs qui se portent bien, qui représentent plus de 500 000 emplois en France, dont 90% sont des agents de service. Et là, on parle de toute activité confondue, industrie, bureau, domicile, immeuble, etc. Pour un total de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et qui est en bonne santé avec une progression de 3% par rapport à 2018. Et 40% de ce chiffre d'affaires était réalisé dans le nettoyage des bureaux, ce qui est énorme. Donc c'est un secteur qui se porte bien et pourtant il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur un certain nombre de sujets. 50% des salariés sont sans diplôme de formation initiale. 44% de ces travailleurs ne dépassent pas 16 heures par semaine de travail. 32% sont de nationalité étrangère, avec une problématique de formation à la langue française. 2/3 sont des emplois réalisés par des femmes, et 66% de ces femmes gagnent moins moins de 900 euros par mois, et on considère que c'est 40% des hommes qui gagnent moins de 900 euros. On n'a pas vraiment de chiffres sur la maîtrise de la langue et l'illettrisme, mais c'est une problématique majeure dans la profession. Alors par rapport à ces chiffres sur notamment la question de l'emploi des femmes, Farida, j'ai une première question pour vous. Alors vous êtes prestataire de ménage. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous expliquez ces chiffres?
Alors, moi, je suis Farida Chaker. J'ai créé FBO Service en 2019. C'est une structure de nettoyage éco qui emploie des profils éloignés de l'emploi. Alors, à titre d'exemple, des résidents Emmaüs, des résidents en association Aurore ou des femmes en hébergement d'urgence. On intervient sur toute l'Île-de-France et on propose des services annexes de petite maintenance, plomberie, montage, démontage. Et on essaye en fait de remettre le pied à l'étrier de certains profils dans des petits contrats, certes précaires, mais on essaye de les remettre sur le marché de l'emploi en les accompagnant et en ne les discriminant pas par rapport à leur situation d'analphabétisme ou à leur situation sociale ou au fait qu'ils soient résidents de ces structures-là. Donc, alors la question, c'est comment j'explique Les chiffres qu'on a donnés, où on constate effectivement qu'il y a beaucoup de précarité, alors que c'est un secteur très, très dynamique. Alors, sur l'examen paradoxal, le secteur du nettoyage a beaucoup de problématiques sur les temps coupés, sur le multi-emploi. Un technicien, pour prendre l'exemple sur Abdelkader, hein, on va en parler puisqu'il est près de moi. Il a 4 heures sur un immeuble de 3 étages. Il a 4 heures le matin, très tôt, et ensuite il doit courir sur un autre site à plus de 30-40 km pour faire 2 autres heures. Donc, malgré que ce soit un secteur qui évolue, où il y a toujours de la demande, parce que dans chaque secteur, dans chaque entreprise, dans chaque bureau, on a besoin de techniciens de surface, qu'on le veuille ou non, cet emploi est nécessaire et obligatoire. Le multi-emploi et les temps coupés et le manque de formation, les mœurs aussi sont les causes de cette précarité, je pense. Et ça, c'est ma réalité, celle que je vois avec mon équipe. Voilà. Et puis, il y a sans doute aussi une problématique liée au regard qu'on porte à ces métiers dans l'entreprise, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, c'est sûr. D'accord. Et alors, vous êtes jeune. C'est surprenant d'avoir choisi de faire carrière dans la création d'une entreprise de nettoyage. Pourquoi ce choix? Depuis très jeune, j'ai toujours voulu être entrepreneuse. J'ai attendu d'être un peu plus mature et avoir un peu plus d'expérience dans plusieurs domaines pour pouvoir me lancer. J'ai eu des expériences dans le service, dans le social, dans la gestion locative, dans les cosmétiques, et j'ai eu toujours cette approche et cet affect pour les autres. Et je voulais vraiment, j'ai trouvé le bon combo entre ce que je savais faire, le sens du service, et cette empathie et ce côté social que je voulais vraiment je voulais vraiment développer sur l'avenir. Et donc, la structure de nettoyage avec des profils éloignés de l'emploi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je l'ai fait un peu plus tôt que prévu, mais j'en suis là aujourd'hui, avec une dizaine de salariés fixes et une autre dizaine qui intervient ponctuellement par rapport à leur situation. Et j'ai aussi, dans ma présentation, j'ai oublié de vous parler de mon précieux binôme qui n'est pas là, et je ne sais pas si elle a eu le temps de s'inscrire au webinaire aujourd'hui, qui est une spécialiste en biologie, en microbiologie, et qui veille à la bonne utilisation des produits. Et elle veille aussi à ce que les produits qu'on utilise, les produits éco, soient bons pour les salariés et pour les usagers des locaux que nettoient nos salariés. Voilà. Mais du coup, c'est assez marrant, Farida, parce que tu cherchais donc à créer une entreprise, à être entrepreneur. Généralement, quand on pense à l'entrepreneuriat, on voit des startups dans la tech ou autre chose. Et toi, tu as choisi le secteur du ménage parce que tu avais cette vocation qui est sociale, au final. Oui. Donc, pourquoi pas l'associatif, quelque part? C'est marrant d'avoir lié l'entrepreneuriat social dans le ménage. Et c'est ça qui me questionne, c'est de me dire pourquoi, du coup, le ménage? Alors, le ménage, sur une histoire personnelle aussi et bien intime, dans chacun de mes emplois, j'ai eu beaucoup d'affect et beaucoup de relations j'ai été très proche des agents de ménage. Je ne suis pas de celle qui passe devant le technicien et qui ne dit pas bonjour ou qui tourne le dos. J'ai été toujours très peinée aussi par mon histoire aussi familiale et personnelle, comme je viens de le dire, de voir qu'un technicien de surface ne peut pas lire sa fiche de paie,
sur les écrits professionnels à des difficultés à répondre à des petites questions, hein, dans le cas de l'illettrisme, et à se diriger ou voir tel produit utilisé quand, ne pas pouvoir se former. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai cet aspect-là, service et commercial, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Le nettoyage, les métiers invisibles, ça n'aurait pas été le nettoyage, ça aurait été de la petite maintenance, les travaux du bâtiment ou tout ce qui est montage, démontage, plomberie. Mais c'était vraiment le ménage de mon histoire personnelle qui me tentait. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, dans l'activité, dans la gestion de ton entreprise, de votre entreprise, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Alors moi, je suis très transparente. J'en ai deux. J'en ai deux. Tu peux tout dire. Vas-y. Voilà, je vais tout raconter. Dans les difficultés, en fait, c'est sur l'environnement. Vraiment. Vous m'entendez toujours? Ouais. Oui, ça marche. Dans mon cas, aller vers des clients qui partagent nos valeurs, qui acceptent de recevoir une équipe en réinsertion, qui a un bagage émotionnel, même si ça ne se voit pas sur le travail aujourd'hui. Hein, sur mon principal client, je n'ai que des bons retours, mais il est difficile de se démarquer en ayant cette spécificité-là, même si sous couvert, tout le monde veut faire un petit peu de social et se dit éco, et on se dit on va embaucher une entreprise, on va prendre une entreprise qui fait de l'éco, qui fait du social, c'est très bien, mais dans la réalité, c'est difficile de changer les horaires et de proposer un peu plus, parce que pour moi, c'est un investissement, c'est de l'accompagnement. Vouloir envoyer Abdelkader en formation ou vouloir envoyer une autre personne, Leïla ou Soukaina, en formation, pareil, ça a un coût, et pouvoir se démarquer d'autres entreprises leaders qui, elles, cassent les prix je parle en toute transparence, cassent les prix. Je ne peux pas m'aligner sur les prix que font les leaders du ménage, mais qui n'ont pas cette inquiétude-là d'employer des profils éloignés de l'emploi ou d'aller sur la gestion. On aimerait faire des petites formations sur la gestion des déchets, sur le geste éco, sur une formation habilitation électrique pour pouvoir nettoyer un interrupteur, savoir comment mettre un chiffon sur une prise. Tout ça, c'est des petites formations. On aimerait vraiment qualifier nos employés. Et là, c'est une difficulté, en fait, de pouvoir trouver des clients qui acceptent de payer un petit peu plus et de nous recevoir vraiment avec nos spécificités à nous. Et le deuxième souci, c'est le management social, mais ça, c'est humainement, en fait, de connaître l'histoire de chacun de mes employés, de mes salariés, de qui je suis très proche, et en même temps de pouvoir, parce que ça reste quand même du service, il faut quand même un contrôle qualité et donner une prestation quasi parfaite. Donc, de dire là, malgré que je connais le quotidien de mon salarié, de lui dire aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme je le voulais, comme il le fallait, et pouvoir recadrer. Mais ça, c'est une main, c'est pas un souci de management, mais c'est un point en plus pour moi, mais qui m'anime au quotidien. Hein. C'est pas vraiment un souci, mais ça peut porter sur mon affect aussi. Voilà mes difficultés. Il y en a d'autres, mais bon, on va s'arrêter là. Sinon, on pourrait revenir tout à l'heure. On a un timing assez serré. Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions par le chat. On essaiera de les traiter dans le fil du live. Vous pouvez m'interrompre hein, si je ne suis pas claire. Hein. On va revenir vers toi. Du coup, Jordan, je passe à toi. Merci d'intervenir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter la structure dans laquelle tu travailles? Et si j'avais une question à te poser aujourd'hui, c'est comment, parce que je connais un peu le School Lab, je sais que vous avez une raison d'être et que vous êtes une entreprise à impact. Comment vous avez réussi à infuser votre activité à impact, même dans votre savoir-être, c'est-à-dire comment vous avez réussi à mettre en cohérence votre responsabilité sociétale des entreprises et votre activité de manière générale à la manière dont vous gérez vos locaux. Oui, bonjour. Donc, quand tu étais office manager, comment est-ce que tu faisais pour recruter tes prestataires? Ouais. Bonjour à tout le monde. Donc du coup, Jordan, j'ai été en tout cas office manager pour School Lab. Maintenant, je suis responsable du coup commercial. Donc School Lab rapidement. Donc nous en fait, on fait du conseil dans l'innovation et pour incarner en fait nos activités, nous avons deux lieux de bureaux dans Paris.
donc un dans le Sentier et un dans le quartier de Saint-Lazare, pour un total de à peu près 3600 mètres carrés. Et donc dans ces bureaux, en fait, on va avoir des activités aussi de coworking, de bureaux et d'événementiel. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé aussi à travailler avec des prestataires et notamment donc des prestataires de ménage. Donc comment nous on a en fait pour infuser un peu cet état d'esprit ESS RSE. De base en fait School Lab a toujours travaillé sur des projets à impact avec ses clients sur la transformation managériale, sur les nouveaux usages, sur l'innovation. Et donc il paraissait évident en fait que pour accompagner en fait ces transformations chez nos clients, il fallait que nous-mêmes en fait on soit un peu irréprochable à ce niveau-là et que nous-mêmes on puisse porter en fait ces valeurs en interne. Donc on a toujours eu la liberté, enfin en tout cas moi j'ai toujours eu la liberté justement de pousser sur ces valeurs, sur la recherche des différents prestataires, surtout qu'en plus ce School Lab est devenu entreprise à mission. Donc maintenant aujourd'hui c'est inscrit dans notre statut légalement. Donc maintenant il le faut. Avant c'était un choix qu'on portait et aujourd'hui c'est une obligation, mais du coup qui juste renforce en fait ce choix qui a été fait dès le départ. De travailler avec des entreprises qui étaient qui avaient des valeurs qui entrent en adéquation avec les nôtres, notamment sociales et environnementales. Mais du coup, comment vous faites concrètement? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez des budgets qui restent aussi limités. Comment intégrer ces critères RSE qui parfois demandent un surcoût financier pour l'entreprise, tout en gérant, vous gérez une entreprise, donc vous avez des budgets qui peuvent ne pas le permettre. C'est en fait c'est un choix, c'est une prise de position. C'est comme le disait Farida, en fait, en gros, on va travailler avec des entreprises qui vont peut-être coûter un peu plus cher, mais qui derrière vont avoir des programmes de formation en interne, vont payer leurs salariés un peu plus haut que le minimum, vont avoir des horaires un peu plus un peu moins critiques, donc vont faire commencer les personnes un peu plus tard, etc. Donc en fait c'est un choix de l'entreprise qu'il faut assumer derrière. Si on vous dit que c'est un peu plus cher, très bien, il va falloir, après c'est des arbitrages qui se font en fonction aussi des possibilités économiques et des contraintes économiques de l'entreprise, mais on peut pas en fait prendre parti, en fait se positionner à un moment et derrière dès qu'il y a le premier obstacle en fait ne pas le suivre, parce que sinon du coup dans notre discours on n'est plus du tout crédible, on perd toute crédibilité et en interne auprès des collaborateurs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des emplois dans des entreprises qui sont engagées. Donc si vous voulez recruter ces personnes, si vous voulez avoir des nouveaux talents, il faut aussi leur prouver qu'en interne vous faites les efforts pour respecter ces engagements, et après aussi auprès de vos clients, parce que si vous allez voir un client et que vous lui dites mais moi je vais transformer vos équipes sur leur façon de manager, sur leur façon de raisonner, etc. Si vous en amont vous le faites pas, en fait vous perdez l'accès de crédibilité auprès de vos clients et du coup ça fonctionne pas. Et du coup, quelles seraient, quand tu étais office manager, quelles étaient tes principales difficultés vis-à-vis de tes missions dans le recrutement de prestataires, notamment de ménage? Alors pour le ménage, donc du coup concrètement c'est plutôt l'acculturation auprès de nos clients en interne, donc nos résidents, parce que en effet le ménage ça a toujours été, en tout cas ça l'est encore beaucoup, un métier un peu invisible. Donc les gens partent le soir, c'est un peu sale, ils arrivent le matin, c'est tout propre, donc comme si pendant la nuit en fait quelque chose un peu de magique s'était passé, et on les voit jamais. Il y a beaucoup encore d'entreprises aujourd'hui, des grosses entreprises, des dinosaures qui vont vous dire nous on veut pas avoir les employés de ménage le matin, on veut pas que nos employés les voient. Non en fait, du coup au contraire, il faut humaniser aussi ces personnes, il faut les mettre sur le devant de la scène. Comme le disait Jérôme au tout départ, c'est un peu antinomique parce que du coup c'est des métiers qu'on veut pas voir mais qui sont indispensables. Parce que du coup personne veut travailler dans un endroit qui est sale, mais personne veut faire le ménage non plus, et on veut pas voir les personnes qui le font. Pourquoi pas, c'est des êtres humains normaux aussi comme nous tous, qui sont très sympathiques, avec lesquels on a des échanges, et donc du coup il faut juste acculturer les personnes qui viennent au bureau, leur dire que s'ils voient une personne qui sort la poubelle, c'est pas très grave. Si jamais aussi ils voient une personne qui font une erreur, par exemple prennent une poubelle de recyclage et la mixent avec du classique, du coup c'est pas grave, il faut juste expliquer à cette personne, peut-être qu'elle est en manque de formation, peut-être qu'elle a déjà fait une formation mais qu'elle n'a pas tout saisi, et dans ces cas-là il faut juste discuter avec son manager qui lui refera une formation derrière pour vraiment s'assurer que le concept est bien saisi. Et du coup c'est juste une question de communication. C'est les plus gros enjeux, c'est juste se dire que il faut changer un peu les usages.
Il faut que les gens, voilà, on est au 21e siècle, on est bientôt en 2021. Il faut qu'on accepte que, bah voilà, c'est plus comme dans les années 50. C'est différent, les usages évoluent et il faut qu'on évolue avec. Ouais, d'ailleurs, c'était une de mes dernières questions. Une des difficultés que nous, on nous a souvent remonté, enfin que les office managers nous ont souvent remonté quand ils veulent justement mettre des heures de travail en journée au niveau des techniciens de surface, c'est oui, moi je suis d'accord et je suis complètement pour. Par contre, ce qui est difficile, c'est que moi derrière justement, je suis là pour aussi apporter un confort de travail au niveau des salariés. Peut-être que ça va les affecter en termes de performance, peut-être que ça va les déranger, qui est le technicien de surface qui passe en journée. Il y a tout un travail de sensibilisation qui doit se faire, comme tu disais, sur la communication. Comment est-ce que vous l'avez réussi à le mener et convaincre vos équipes? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'il fallait les convaincre, d'ailleurs, vos usagers de vos locaux ou pas. Et si ça a été le cas, comment vous avez fait? Alors, en fait, ça n'a pas été vraiment une problématique. Déjà parce que c'est nous qui gérons les lieux, donc on les gère à la manière dont on souhaite. Évidemment, il faut que nos résidents se sentent bien, mais en fait, très concrètement, si on dit à nos résidents, il y a un technicien de surface qui va passer le matin ou l'après-midi pendant l'heure de travail et que cette personne nous dit ah bah non, moi j'ai pas envie, bah, du coup est-ce qu'on veut l'avoir ce résident? Ça c'est une question qu'il faut se poser aussi. Si la réponse est non, et ben du coup bah au revoir le résident et on va garder le technicien de surface parce que pour nous en fait c'est important qu'on ait ce respect et qu'on ait cette implication sociale envers cette personne. Et donc du coup on va préférer mettre en avant cette personne plutôt que répondre parce qu'un caprice en fait en gros du résident. Il faut en fait aussi un peu des fois rester sur ses positions, les assumer, quitte à déplaire à certains ou certaines. Malheureusement, tout le monde voilà n'est pas forcément d'accord. Après, il faut juste voilà faire des choix, faire des arbitrages et parfois, et ça veut aussi dire du coup perdre un client. D'accord. Merci. Mais il faut l'assumer. Du coup, je passe à toi, Abdelkader. Merci de participer à ce webinaire. J'aimerais bien que, si tu es d'accord, de te présenter et nous expliquer. Donc, tu es technicien de surface chez F&B All Service. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type d'un technicien de surface? D'accord. Bonjour à tout le monde. Je suis Abdelkader Bououda. Je viens de l'Espagne, je parle espagnol, je parle un peu français, mais j'ai fait le cours de français. J'habite à Boulogne-Billancourt dans l'association de Aurore. Et je voudrais vous présenter ma journée de travail. J'arrive à 6h45 le matin dans le meuble où je travaille. Je prépare mon matériel et je mets mes gants. Je fais le tour de la résidence pour regarder ce que je dois faire aujourd'hui. Je commence par désaffecter le poignet de porte contre le Covid. Puis je passe l'aspirateur. Je lave le vitre et je nettoie le sol et je fais le déchetterie de la poubelle. D'accord. Et du coup, Abdelkader, tes journées, elles finissent souvent à quelle heure? Tu commences à 6h et parfois tu... Je commence à 6h45 et quelquefois je termine à 1h, 1h30. Oui. D'accord. Chaque jour, et comme quand il pleut, il y a beaucoup de travail. D'accord. Ça allonge. Et du coup, Abdelkader, quelles sont tes difficultés au quotidien, tes problématiques? Mes difficultés tous les jours, c'est que je manque de temps car je ne travaille pas 35 heures par semaine. Je n'ai pas le temps de faire tri des poubelles et je ne peux pas demander directement des gens pour de trier.
Oui. Ouais, alors, si je peux me permettre, hein, c'est pas pour le couper. En fait, quand il parle de temps, c'est que bon, il a 4h30 pour 5 heures pour travailler le matin. Il lui manque quand il aimerait faire le tri correctement parce qu'on en parle en atelier, on en parle souvent entre nous. Et quand il est sur cette démarche-là, il sait qu'au bout de 5 heures, il doit quitter et aller ailleurs. Il revient parfois le soir, 3 fois dans la semaine sur, par exemple, sur le site où il est, pour sortir les poubelles. Et en fait, il aimerait bien pouvoir, quand on parlait de mœurs, c'est comme Jordan le disait, changer un petit peu de mentalité. Il aimerait pouvoir parler aux résidents de là où il est pour faire un petit peu de tri avec eux ou pour les sensibiliser. Ne serait-ce que jeter une petite phrase ou un petit mot. Et il m'en parle avec beaucoup de frustration à chaque fois. Moi, en tant que manager, je suis obligée de lui dire parce que bon, les mœurs sont comme ça. On dit non, tu ne peux pas suggérer aux résidents de mettre dans la bonne poubelle. Ça paraît être un détail, mais pour lui, c'est une frustration de tous les jours. Il me dit mais non, mais ils savent pas trier, mais c'est pas possible. Mais il me le dit tout le temps. Et voilà, ce dont il parlait, sa difficulté, c'est le temps et le tri d'idées. Il aimerait pouvoir dire aux résidents oui, venez, on fait quelques minutes de tri pour qu'on reprenne le tri, mais non, il regarde ça avec injustice et malheureusement, et la réalité, c'est qu'il se tait et il le fait lui-même. Oui, parce que pour bien clarifier les choses, vous êtes censé collecter, mais pas faire le tri. C'est-à-dire, est-ce que c'est une mission de votre contrat de prestation? C'est pas une mission, mais comme on en parle souvent, et comme c'est Abdelkader de mes techniciens, c'est quelqu'un qui vraiment fait les choses avec le cœur. Il a vraiment envie. C'était pas culturel pour lui de faire le tri des déchets. Il l'a appris et il a vraiment envie de le faire au quotidien, et ça le perturbe de voir que les gens ne le font pas. Donc c'est pas une mission. On les collecte, mais il faut savoir que les municipalités ne prennent pas les poubelles si tout n'est pas trié. Parfois ils ouvrent et ils lui prennent pas les poubelles, ils les retrouvent le lendemain sur place. Donc c'est à lui que revient la tâche. Donc forcément, indirectement, c'est à lui de le faire. D'accord. Et du coup, Abdelkader, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans ton métier ou dans le secteur du ménage, qu'est-ce que tu changerais? Je voudrais changer ce que les gens présentent, les gens pensaient de mon métier et le respectent pour faire comprendre que leur résidence doit rester propre pour tout le monde et qui joue des effectifs pour le Covid-19 et je changerai aussi les heures de travail. D'accord. Du coup, Farida, si je retombe sur toi, il y a une étude de BVA, Le Monde de la Propreté 2020, qui dit que 2/3 des Français considèrent que leur exigence en matière de ménage, de propreté a augmenté et que ça devient un secteur qui devient crucial et stratégique, bien qu'avant, en fait, c'était surtout opérationnel. Là, avec le Covid, les gens ont peur. Donc, l'exigence en termes de propreté a augmenté. Concrètement, qu'est-ce que la situation, pour toi, le Covid-19 a changé dans ton métier et dans le métier de la propreté de manière générale? Est-ce que tu as ressenti une augmentation des exigences de la part de tes clients ou des usagers? Et comment tu le gères au niveau de tes agents? Alors, clairement, les exigences ont changé. On passe de l'entretien et du nettoyage courant à de la désinfection. Désinfection, ça a tout de suite une dimension supérieure et une dimension santé, sécurité, ça fait un peu plus peur. Donc, on a changé nos produits, on utilise des virucides. Donc sur chaque produit, on doit lire virucide EN 14477. Il faut que ce soit aux normes. Et tout le monde est attaqué par la question. Et c'est un service supplémentaire, peut-être moindre. C'est pour nous, ce qui a changé pour Abdelkader, c'est que, à titre d'exemple, il a 1 heure de plus par jour à faire de la désinfection Covid, à faire tous les points de contact, les zones de contact, là où touchent les usagers, les ascenseurs, les boutons d'ascenseur. Donc déjà, le produit a changé, la combinaison aussi, parce que en dehors du fait qu'il y a le Covid, sur la première vague surtout, c'était vraiment très anxiogène pour les clients, parce qu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas
combien de temps ça allait durer et quelle était la gravité et comment on allait pouvoir nettoyer toutes ces surfaces. Et il fallait pouvoir envoyer ces salariés. Moi, j'ai eu du mal sur la première vague à me dire, bon, bah, il y a une pénurie de masques, on a eu du mal à trouver des masques, on a eu du mal à trouver des gants. C'était sur les premiers temps du Covid. Et me dire, bon, bah, je vais envoyer mes salariés alors que tout le monde a peur, que la plupart sont en télétravail, mais il y en a encore qui travaillent, il faut les envoyer avec peu de qualifications. On va parler franchement, et leur dire que maintenant on va utiliser le virucide après avoir nettoyé et entretenu, mais à rajouter des combinaisons, pour eux c'est d'une gravité extrême, ils se disent mais moi aussi je suis en danger, mais je dois le faire quand même. Donc on a dû faire un travail psychologique sur se dire que bon, c'est là, et c'est juste à partir de ce moment-là, on a pu ajouter, vous êtes très important au-delà du nettoyage et de l'entretien. Bah, c'est grâce à vous que sur certaines surfaces, et bah, ce virus-là ne sera plus. Et grâce à votre présence, que les gens seront rassurés pour continuer à aller dans les magasins, pour aller continuer à faire des courses, pour venir au bureau, pour se sentir en sécurité. Mais oui, l'exigence a changé. Oui, les clients ont peur, les usagers des bureaux ou des parties communes ont peur, mais les salariés ont eu peur aussi. Maintenant, dire que ça a eu un impact financier de suite, je ne le verrai pas tout de suite, on le verra plus tard, vu qu'il y a eu des achats supplémentaires, il y a eu des achats de combinaisons, de masques en plus, de virucides, et j'ai changé de virucide parce que sur l'urgence, c'est la petite parenthèse, on a dû prendre des produits virucides au peroxyde de carbone. J'étais vraiment contre la question. Et en cherchant, en trouvant et en ayant l'appui de mon binôme, justement, qui est spécialiste en microbiologie, on a pu trouver d'autres produits qui étaient bons malgré désinfectants, qui étaient bons pour les salariés, pour l'environnement, et qui ne perturbaient pas au niveau endocrino ou perturbaient pas au niveau pneumo mes salariés. Donc oui, il y a eu des exigences, mais pour l'impact tout de suite, grossièrement, sur leur bulletin de salaire, on ne l'a pas vu énormément. Voilà. D'accord. Jordan, tout à l'heure, tu nous parlais des difficultés, comment tu réussissais à gérer les difficultés vis-à-vis du métier d'office manager quand il s'agit de recruter un prestataire. Est-ce que tu peux nous parler des bénéfices? Parce qu'il y a un intérêt aussi derrière à être plus vertueux. Quels sont ces bénéfices et s'il y en a, comment est-ce que tu arrives à les valoriser? Oui, alors les bénéfices, ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, c'est que en fait, ça va nous permettre de crédibiliser notre démarche et nos valeurs et nos convictions. Ça va nous permettre aussi de faciliter certains recrutements. Comme j'expliquais, il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui recherchent des emplois, beaucoup de talents, qui sont en demande en fait d'intégrer des entreprises qui sont en corrélation avec leurs valeurs, donc RSE, ESS. Donc ça permet aussi de faciliter ce genre de choses. Ça nous permet aussi de justifier nous-mêmes auprès de nos clients certaines décisions, comme le fait, ou même auprès de nos actionnaires, comme le fait de passer du coup entreprise à mission. Donc en fait, le fait d'avoir déjà des démarches dans ce sens-là, ça nous permet d'en parler. Quand nous on crée des programmes de formation ou d'accompagnement sur certains sujets, en fait, le fait de nous les avoir déjà impliqués en interne, pareil, ça nous permet de donner une certaine crédibilité à cette démarche. Donc voilà un peu tous les bénéfices. C'est plus des on va pas complètement, ça va pas être des bénéfices financiers, mais ça va être plus des bénéfices humains et sociaux en interne. Ça peut être un bénéfice financier finalement, c'est un bénéfice humain et social, parce qu'un un salarié qui vient dans son entreprise, c'est un salarié qui reste, c'est un salarié qui s'engage, c'est un salarié qui est performant, un client qui est content d'être partenaire avec le Schoolab ou toute autre entreprise engagée, c'est un client qui reste fidèle. Donc on n'a pas le chiffrage exact. C'est difficile à valoriser en fait. Exactement. Tout à fait. Mais en tout cas, moi je pense que le bénéfice financier il existe derrière, mais il est plus subtil. Et en effet, ça limite aussi beaucoup le turnover, c'est vrai. Abdelkader, dis-moi, toi, quel est ton parcours de manière générale? Est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que tu as décidé de devenir agent d'entretien ou est-ce que ou ça s'est imposé à toi? Et si tu avais des aspirations professionnelles, quelles sont-elles dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans? D'accord. Moi, j'aime mon métier parce que quand je termine mon travail, je vois le résultat tout de suite.
et le ménage, très important pour la santé. Et, euh, et le ménage aussi, c'est donner bonne image et l'avenir, je voudrais un poste stable et un site stable et, et, et j'aimerais aussi être formateur pour les personnes nouveaux pour faire le travail dans l'entreprise de nettoyage. D'accord. Du coup, ça répond à une question qu'on a eue de la part de Morgane par le chat qui demandait si Abdelkader, vous souhaitiez faire partie de la vie de l'entreprise avec des horaires permettant de côtoyer plus les résidents. Du coup, je pense que vous avez répondu, vous avez répondu avec ce que vous venez de dire sur le fait que vous souhaitiez une activité un peu plus stable sur un site stable. Mais après, je pense que si je continue la question de Morgane, Abdelkader, en termes d'horaire, quand tu travailles, est-ce que tu préfères travailler tôt le matin ou des horaires en journée? Ça dépend des agents. Il y a des agents qui préfèrent tôt ou tard parce qu'ils ont des vies familiales et d'autres qui préfèrent en journée. Donc toi, qu'est-ce que tu préférais et pourquoi? Je préfère travailler toute la journée, 35 heures par semaine. Parce que maintenant, j'ai pas beaucoup les heures j'ai pas beaucoup les heures pour mon situation et oui, personnelle. Et du coup, oui, du coup, Farida, sur les horaires en journée, parce que vu que tu as un peu plus le panorama vis-à-vis de tes agents, quelles sont leurs préférences et pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'ils arrivent aussi à tisser un lien dans les bureaux dans lesquels ils travaillent? Pour mon client principal, oui. Oui, parce que c'est des personnes qui sont dans le social et qui ont cette envie de créer du lien et ils connaissent aussi l'accompagnement que je fais et ils connaissent aussi bien mon équipe. Mais c'est vrai que pour mes techniciens et techniciennes, ils souhaiteraient travailler à partir de 8h, 9h, pouvoir pas forcément voir toute la journée du monde, mais voir les personnes et avoir des retours. Alors, elles sont pour les femmes, elles sont très friandes des retours positifs. Quand je leur dis que c'était très bien, que le ménage était super, que ça sent très bon, parce que j'ai des retours sympas, et ben, elles sont très, très contentes qu'on leur dise directement, que ça ne passe pas forcément par moi. Même si elles apprécient avoir cet échange-là avec moi, ces personnes-là c'est surtout, et j'ai remarqué sur mon équipe, pour ceux qui sont dans des hébergements d'urgence, sur une petite surface, dans des problèmes monstres, ont envie de voir du monde et ont envie de ne pas être jugé et de se dire oui, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle, j'ai des collègues ou j'ai des collaborateurs. Ça s'assimile à une vie, à une autre dimension en fait de leur vie personnelle. Ils ont envie de créer du lien. D'accord. Jordan, si tu avais un message à transmettre aujourd'hui, on va bientôt arriver à la conclusion du webinaire, on a encore 15 minutes et on va prendre vos séances questions, donc si vous en avez, réfléchissez-y. Je parle aux participants. Et du coup, Jordan, en une phrase, une phrase ou même un peu plus, si tu avais juste un message à transmettre aujourd'hui, quel serait-il? Alors déjà qu'il faut assumer ses choix et ses valeurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de prendre position. Mais par contre derrière il faut l'assumer, il faut être capable de le faire, il faut pas hésiter non plus à, comment dire, en tout cas dans le rôle que j'ai pu avoir en tant qu'office manager, il faut pas hésiter à proposer, à avancer des idées, parce que des fois c'est même si l'entreprise en fait a déjà ses valeurs en interne, elle n'a pas forcément pensé à les concrétiser en action, et que donc du coup il faut être force de proposition, et il faut aller dire, il faut pas avoir peur de dire aujourd'hui c'est vrai qu'on travaille avec cette entreprise, mais moi je connais une autre entreprise qui a des valeurs sociales plus développées, qui a
qu'il y a des valeurs ESS en interne qui sont plus en corrélation avec les nôtres. Donc je pense qu'il faudrait mieux qu'on travaille avec eux, même si c'est un peu plus cher. Bah, du coup, il faut aussi que nous on puisse assumer et on puisse mettre en avant le fait que on a ces valeurs-là et que derrière on les assume. Donc vraiment, faut pas avoir peur et il faut prendre position. C'est un beau message. Farida, un message à transmettre? Ouais, j'en ai plein des messages, mais j'ai pas le temps. En fait, je vais un petit peu sur les mêmes pensées aussi que Jordan, mais pour mon cas, vraiment que tout le monde puisse prendre conscience en fait de ne pas mélanger, de ne pas faire un amalgame sur service et servitude, de se dire que l'homme de ménage est là, et à son métier, et à son travail, ses missions, il est important, il est aussi important qu'un autre collaborateur d'une entreprise ou les usagers des locaux, et de se dire aussi que même peu qualifié, avec peu de compétences, il peut avoir un savoir-être qui fait qu'il ne dérangera pas forcément un bureau ou une collectivité, ou peu importe s'il est là toute la journée ou s'il est là parmi les autres. Voilà, vraiment changer cet aspect-là et vraiment accueillir des entreprises comme la mienne. Hein. Je ne fais pas le commercial, mais FBO Service, c'est vraiment des envies et des aspirations pour l'avenir, des aspirations sociales, et vraiment changer toute cette image qu'il y a sur les techniciens de surface et sur les petites entreprises qui peuvent faire vraiment, qui peuvent aller dans cette démarche RSE et cette démarche d'utilité solidaire. Vraiment un message pour les personnes qui veulent s'en sortir et qui veulent continuer aussi à travailler dans le ménage et évoluer, avoir des perspectives d'évolution. Voilà. Et en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir permis de prendre la parole. Merci beaucoup. Abdelkader, est-ce que tu as un message toi aussi à transmettre? Oui, je voudrais l'entreprise et le patron aussi qui donnait plus les heures de travail pour nous. Okay. Et les zones de travail, les gens qui habitent, qui respectent les personnes qui font le ménage. Et ça. Et merci à tout le monde. Est-ce que dans notre auditoire, il y a des questions? C'est l'occasion. Vous pouvez soit activer le micro, soit poser la question directement dans le chat et on les remonte. En tout cas, il y a des messages disant que c'est intéressant, que les agences, c'est intéressant. Alors, il y a des gens qui sont en train de taper. On peut les voir, les questions? Ouais, c'est dans le chat, Dans les petites bulles. Soit les personnes prennent la parole directement, soit elles écrivent. Ils sont en train de taper. Le ménage est-il considéré comme un métier d'avenir ou du passé? C'est une super question, ça, David, merci. Qui veut y répondre? Qui a quelque chose à dire? Farida, peut-être? Oui. Farida, le futur ou le passé? Oui. Il est forcément d'avenir. Il est forcément d'avenir. Maintenant, Je pense que la question elle est liée au télétravail, hein, j'imagine. Si. Maintenant, il est d'avenir. Maintenant, tout le monde n'est pas en télétravail. Et puis maintenant, il y a de nouvelles techniques de ménage qui font qu'il sera d'avenir. Il y a la nébulisation, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a de l'atomisation, du nettoyage à haute pression. Oui, c'est forcément un métier d'avenir. Il y a beaucoup de recherche et développement vis-à-vis des outils du ménage, c'est ça? Oui. Et puis concrètement, on le voit aussi sur les bureaux, le 100% télétravail, c'est pas pour demain. Beaucoup d'entreprises ont besoin aussi de présence, de présentiel en fait. Donc forcément, il y aura toujours besoin je pense, de personnes pour nettoyer les locaux, que ce soit des bureaux privés ou que ce soit des bureaux publics, des espaces publics. Donc concrètement, c'est forcément un avenir qui a encore c'est forcément un travail qui a encore de beaux jours devant lui. Et il faut juste se dire qu'aujourd'hui, il faut réussir à changer les mentalités pour le faire évoluer dans le bon sens. Alors, ils sont en train de taper. Ça fait un peu comme WhatsApp où on attend les 3 petits points. Alors, je vois Hakim, Lionel qui sont en train de taper. Vous pouvez aussi prendre la parole, il y a les micros. Hein. N'hésitez pas. Alors, une question de Hakim. Pouvez-vous justement nous dire quelles sont les innovations et en quoi elles vont améliorer la qualité pour le client et la QVT pour les employés? La qualité de vie au travail. Les innovations qu'on a justement dans les métiers du ménage, donc je pense que ça se situe plus au niveau de Farida, et en quoi elles peuvent améliorer la qualité pour le client et la qualité de vie au travail pour les employés.
Alors, les innovations, pardon, en ce qui concerne déjà un exemple hein, sur la désinfection, c'est du ménage qui est rapide, qui est sur les, qui est alors, attendez, je relis, pardon, les innovations, en quoi elles vont améliorer la qualité pour le client et la qualité. Alors, il est vilain ce Hakim. Non, bon, déjà, quand on parle de matériel de désinfection, c'est des matériaux à haute pression qui font, et qui, sur l'intervention, sur la désinfection, elle est plus rapide. Bien entendu, sur un bureau, on va y passer moins de temps. On peut faire autre chose et sécuriser aussi les usagers et les employés d'un immeuble ou d'un bureau. Et bien sûr que ça améliore la qualité de vie quand on utilise des produits éco et pas mauvais pour l'environnement et pas mauvais pour le salarié. La qualité de vie en entreprise ne se pose plus en fait quand on a toutes ces choses-là qui sont réunies. Une question de... Je complète juste, pardon, Farida, vous parliez aussi tout à l'heure du fait que vous travaillez avec votre binôme pour essayer justement d'employer des produits Oui. les moins agressifs possibles pour la biodiversité bien sûr, mais aussi pour La santé. les agents qui les utilisent tous les jours et évidemment avec le bénéfice des salariés dans l'entreprise. Et je Oui. pense d'ailleurs que c'est à souligner parce que j'imagine que ce souci-là n'est pas forcément partagé par tout le monde. Donc bravo aussi pour cette recherche-là et c'est une vraie innovation pour le coup. Merci. On a deux questions qui, je pense, sont plus destinées à Jordan. La première de Lionel qui dit « Le tri sélectif peut-il être simplifié dans les entreprises ?» Ça, c'est une remontée qui arrive souvent, c'est qu'on peut mettre en place justement des dispositifs. Et finalement, comme le disait Abdelkader tout à l'heure, c'est pas respecté. Comment est-ce que vous faites au niveau du School Lab sur cette question? Et j'enchaînerai avec la question d'Antoine. Comment les entreprises peuvent-elles mettre en valeur leur prise de position dans ce domaine? Donc, dans le milieu du ménage, qui est déjà un secteur qui est invisible. Donc, comment le valoriser autrement? Donc pour la première, le tri sélectif, alors c'est la question à 1 million d'euros. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui sont possibles de mettre en place. Déjà, c'est forcément différents bacs de récupération pour les poubelles en fonction du tri, de ce qu'on peut pas trier, du verre, etc. Beaucoup de signalétique, parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart du temps, c'est que les gens ne savent pas quoi jeter et comment. Et du coup derrière aussi de la formation et de l'acculturation. Le plus simple, c'est que les gens en fait soient formés pour savoir est-ce qu'on peut jeter je sais pas moi une pile ici ou est-ce qu'on peut jeter un plastique là, etc. Et donc ça passe par de la formation, mais aussi par de la cinétique pour que les gens n'oublient pas. Et après, c'est des messages qu'il faut répéter au quotidien. Pas hésiter à aller les voir, pas hésiter à leur dire quand c'est pas fait, quand c'est bien fait, pour les inciter à le faire. Après, il y a aussi de la gamification. Il y a toujours des petits ajustements, des petits plus qu'on peut mettre à droite à gauche pour les inciter pour inciter le tri. Mais ça a beaucoup passé par le dialogue. Par le dialogue et comme tu disais aussi la signalétique, parce que c'est vrai que moi, selon les endroits dans lesquels je vais, il va y avoir une liste de trucs à lire. Ça, on peut pas. Et en fait, il nous faut quasiment 2-3 minutes à essayer de comprendre. Tout à fait. Et je pense que la question se pose pour les usagers, mais aussi pour les agents d'entretien. Pour le peu, en plus, qui ne maîtrisent pas forcément la langue, ça devient, ça devient contre-productif. Et surtout qu'en plus, il y a des nouvelles réglementations qui sortent pratiquement tous les jours. Donc avant, on pouvait pas jeter par exemple les déchets alimentaires, les récipients avec un peu de déchets alimentaires. Aujourd'hui, on le peut. Donc en fait, il y a plein de choses qui évoluent. Et bien sûr, pour les agents de surface, pour les techniciens de surface, ça passe beaucoup par de la formation en interne dans leur entreprise. S'ils sont pas formés, ils peuvent pas savoir, tout simplement. Et du coup, comment est-ce que les entreprises peuvent mettre en valeur leur prise de position dans le domaine du ménage, particulièrement? Alors, dans le domaine du ménage particulièrement, ça va être pareil, ça va être beaucoup de communication. Ça va être mettre en avant les entreprises avec lesquelles on travaille pour justement en fait montrer que si nous on le fait, d'autres peuvent le faire. Participer à des webinars comme celui-ci. Je sais que par exemple l'entreprise avec laquelle je travaille chez School Lab pour le ménage, du coup ils avaient fait des interviews donc auxquelles on avait participé pour qu'ils puissent mettre en avant leur démarche, leurs employés aussi, pour transformer un peu ce secteur qui a pas évolué
évolué en fait, qui a vraiment pas beaucoup évolué pendant 30 ou 40 ans et qui là commence à le faire petit à petit, et ben en fait le faire le transformer, le faire évoluer le plus vite possible parce que en fait c'est par l'exemple en fait, c'est par qu'on va réussir à accompagner les autres entreprises. Donc il faut en fait communiquer. Oui, sinon ça devient invisible. Oui, exactement. Il faut le mettre en avant. Si on fait chacun des choses dans notre coin, personne ne le sait et donc tout le monde. C'est compliqué après de le développer. Dernière question du coup de David. Du coup là, je pense que ça se dirige plus vers toi, Farida ou Abdelkader. L'utilisation de drones pour le nettoyage des surfaces verticales en hauteur est-elle un développement? J'en ai pris connaissance, mais j'ai vu la question. J'en ai pris connaissance, mais elle n'est pas, pour ma part, à mon échelle, c'est pas une question sur laquelle je me penche. Je ne sais, pour le développement des drones, ça peut être une solution, mais pour les personnes qui veulent évoluer sur ce métier et qui veulent travailler encore à créer du lien, je ne pense pas que, dans ma démarche à moi sociale et de la création de liens, je ne pense pas que ce soit une alternative si saine que ça. Après, c'est ma réalité et c'est mon opinion. Voilà. Mais pour le développement, je n'ai pas d'informations supplémentaires là-dessus. D'accord. Bon, merci pour les réponses. Là, on arrive vers la fin du webinaire. Merci. Du coup, je te laisse conclure, Jordan. Oui, tu m'entends bien, Nora? Ouais. D'accord. Ouais, merci, Farida. Je pense que vraiment le fait que vous soyez engagé dans cette entreprise qui cherche justement à insérer des personnes plutôt éloignées de l'emploi avec le bagage émotionnel que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment à noter et bravo pour cet engagement. J'ai noté aussi, Farida, la problématique liée à la difficulté de se positionner par rapport à un secteur très concurrentiel lorsque justement vous essayez de privilégier la formation de vos salariés et le fait qu'ils puissent évoluer dans leur activité. C'est quelque chose auquel, hélas, collectivement, on ne pense pas assez. Et bravo encore pour votre engagement, vraiment. Abdelkader, je pense, apprécier votre témoignage. C'est très parlant de effectivement voir à quel point vous êtes impliqué dans votre travail tous les jours. Et on comprend évidemment que ce serait nécessaire de développer le respect et le dialogue entre vous et puis les personnes qui vous voient travailler tous les jours. Et il faut lutter justement contre cette espèce d'ancien monde, quoi, où en gros on ne parle pas aux agents de service, aux agents de ménage, et on oublie la personne qui pourtant est si utile tous les jours dans les bureaux de l'entreprise. Donc merci Abdelkader pour ce témoignage. Merci. Et puis Jordan, merci aussi pour tous vos commentaires. Je retiendrai de votre prise de parole le fait que effectivement il faut assumer ses choix et ses valeurs. On doit incarner le monde dans lequel on souhaite travailler, ne pas hésiter à affirmer ses idées, être force de proposition et puis remettre en question le statu quo. C'est pas parce que quelque chose a marché d'une certaine façon pendant des années que ça doit continuer, et il faut justement changer les usages, comme vous le disiez très bien, pour essayer de travailler dans un monde plus juste, plus respectueux de l'humain. Alors c'est justement des sujets sur lesquels on travaille avec mon entrepreneur social. Nous, on milite pour une juste considération et une juste valorisation des acteurs sur le terrain, assurant le service dans les bureaux, et d'autant plus avec la menace du Covid, comme on en parlait tout à l'heure avec le témoignage de Farida. Les agents de nettoyage sont en première ligne pour assurer la propreté des bureaux. Maintenant, la désinfection, pour ceux ayant été formés à ça, il y a trop de précarité liée à ces emplois dans le même temps, avec un risque sanitaire hélas réel puisqu'ils se mettent en danger pour garantir la propreté dans l'entreprise. Et du coup, du point de vue de l'entreprise, le nettoyage est devenu une question stratégique où la santé de tous est engagée. Donc, je pense qu'il nous appartient à tous de participer à l'évolution des choses, de rendre
très concrète cette responsabilité sociétale des entreprises, collectivement et individuellement. Il faut que les deux niveaux se rejoignent. Nous sommes engagés avec mon entrepreneur social pour agir dans ce sens, faire connaître les prestataires de services vertueux. Merci encore à Farida et Abdelkader pour leur témoignage, qui sont engagés socialement et du point de vue aussi du respect de l'environnement. Vis-à-vis des acteurs en entreprise en charge de ces questions, donc les office managers, les responsables de services généraux, les responsables des achats, etc. Ils sont un certain nombre aujourd'hui à nous écouter. Alors, on souhaite pousser les entreprises à véritablement agir, à développer une responsabilité sociétale très concrète dans le nettoyage, la collecte des déchets, le recyclage, l'accueil, la sécurité, la conciergerie, tous ces métiers de service qui sont sous-traités, qui sont mis de côté de l'entreprise, alors qu'ils contribuent, comme tous les autres, au développement de l'activité de l'entreprise. Et on voudrait construire tous ensemble un monde professionnel plus respectueux de l'humain. Et nous accompagnons les entreprises pour évaluer la RSE d'un prestataire en place ou trouver le prochain prestataire. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avancer sur ces questions. On a employé pas mal de jargon, RSE, ESS et d'autres pendant le webinaire. N'hésitez pas à nous poser des questions plus tard si vous souhaitez échanger sur ces sujets-là. Merci à tous, Farida, Abdelkader, Jordan, d'avoir pu échanger avec nous, sur ces sujets aujourd'hui. Et je m'adresse à tout le monde maintenant par rapport à la clôture de ce webinaire. On va vous demander une toute petite contribution pour terminer. On met à disposition un lien donnant accès à un petit questionnaire une fois que vous aurez quitté le webinaire. On n'a pas le temps d'interagir avec chacun maintenant, donc ce sera l'occasion pour nous de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, de ce contenu, si ça vous a intéressé, et aussi comprendre ce qui vous intéresserait par le futur. L'idée, c'est qu'on anime ce type de webinaire à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on verra, en fonction de vos retours, et l'idée étant de contribuer à changer notre regard sur ces métiers du service qui sont indispensables. On lance le mouvement Monde Entrepreneur Social, donc rejoignez-nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook, et on sera heureux d'échanger par la suite. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci aux éditeurs. À la prochaine, au prochain Mess Talk. Excellente journée à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Merci à vous tous. aussi, à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir.